Bonjour tout le monde, Philippe Roberge et Caroline Roberge, vos courtiers Via Capital avec vous pour ce premier podcast immobilier. Chaque mois, on va recevoir un invité qui, en fait, touche de près ou de loin à l'univers d'une transaction immobilière et on va lui demander son expertise, on va lui poser des questions, les questions les plus fréquemment posées par rapport à vous comme acheteur ou vous comme vendeur de propriété à Québec ou même, bon, allons-y pour la province. Donc, aujourd'hui, pour démarrer ce podcast-là, on a une invitée de marque, une notaire. On commence en force avec Sarah Kim Delamare. Salut Sarah Kim, bienvenue à ce podcast. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Sarah, on va te poser quelques questions qui te sont fréquemment posées. Donc, sans plus attendre, pour commencer, pourquoi l'acheteur et le vendeur ont besoin d'un notaire dans leur transaction? C'est une question que j'entends. En fait, c'est plus une question que je pose souvent aux gens quand ils m'appellent pour me dire « Je viens de signer, on achète une maison, ça a l'air, il faut que j'aille chez le notaire. » Pourquoi il faut aller chez le notaire? Souvent, je leur demande. Savez-vous pourquoi vous devez venir me voir? En fait, le notaire, il va servir, lui, tout simplement, oui, à finaliser tout ce qui est relatif au légal dans la transaction immobilière. C'est-à-dire que le notaire va faire la vérification du titre de propriété, va faire un petit screening du certificat de localisation, va s'assurer de la conformité de tout pour être sûr qu'on n'a vraiment rien oublié. Faire une vérification au niveau des taxes. Est-ce que les taxes municipales sont à jour, les taxes scolaires, etc. Va s'occuper de monter le financement hypothécaire, faire transférer les sous pour la transaction. Tout ça pour qu'on arrive, bref, en bout de ligne, au jour de la transaction, à ce que tout soit prêt, tout soit finalisé, qu'on ait l'argent nécessaire, qu'on n'ait pas oublié une dette du vendeur sur la propriété, etc. Là. Donc, c'est pas que ça coince. Quand on arrive, on veut que ça coule de source, en fait. C'est ça. Toi, c'est à ça que tu sers. Je vous dirais pas que ça se peut pas que ça coince à un moment donné. Mon ça. travail, c'est de trouver justement tous les petits cailloux, tous les petits problèmes qui peuvent ressortir là, quand on achète une propriété pour qu'on les voit justement avant et non pas après. Puis, dans le fond, que quand on procède à l'acte de vente, dans le fond, la transaction en elle-même, que tout soit, finalement, qu'on soit prêt à vraiment faire concrètement la transaction, puis qu'elle soit légitime, cette transaction-là, étant donné qu'il n'y aura pas de cailloux, rien qui fait obstacle, puis que la vente se concrétise. Exact. Là. Donc, le but, je vous dis pas, comme je disais tout à l'heure, qu'il n'y aura jamais de cailloux, mais l'objectif du notaire, c'est justement, s'il y a des cailloux d'ici à la transaction, c'est de les voir, de faire en sorte de voir avec les parties, qu'est-ce qu'on fait avec ces petits cailloux-là, comment on peut régulariser la situation pour que, justement, que ce soit fait avant la signature et non pas après, une fois que tout est fini, que le vendeur est parti, que vous avez votre maison, puis que là, on découvre des petits problèmes ou des pépins. D'accord. Ensuite, une autre question qui est fréquemment posée. Pourquoi l'acheteur, il faut qu'il prenne deux rendez-vous pour finaliser tout ça? Pourquoi ça ne peut pas se régler dans un seul? Je suis donc bien tannante, hein? Je veux donc bien vous voir. Je veux dire, je vous aime beaucoup, là. Mais moi, je le fais pas tout simplement par bonheur de vous voir 2 fois. T'sais. Moi, je fonctionne, en tout cas la plupart des notaires aussi, c'est 2 rendez-vous. La première raison, c'est une raison qui est au niveau du créancier, parce qu'on oublie souvent que dans la transaction, il y a un acheteur, il y a un vendeur, mais dans la majorité des achats de propriété, il y a aussi un créancier, il y a un banquier ou il y a la caisse qui est en jeu là-dedans, puis qui est une partie importante de la transaction, qui est un acteur là, qui est majeur. Oui. qui permet carrément la transaction, en fait. S'il n'était pas là, il n'y aurait pas de transaction dans la plupart des cas. Donc, le créancier, lui, il investit beaucoup d'argent dans votre transaction. C'est lui qui arrive la plupart du temps avec le gros du cash, là, si on peut dire. Puis lui, pour qu'au jour de la transaction, on ait les fonds puis qu'on soit assuré qu'ils sont disponibles, qu'on peut utiliser l'argent du créancier, ce que le créancier nous demande, c'est d'avoir une garantie d'inscrite sur la maison, donc une hypothèque, et que cette hypothèque-là soit déjà prête, en attente, juste de la transaction, que tout soit vraiment... border est prêt.
Donc, c'est pour ça qu'il faut se voir à l'avance, première des choses, pour signer souvent le contrat de prêt, le contrat d'hypothèque, qui est un acte qui doit être signé devant notaire. Une hypothèque, c'est un acte réservé. Donc, tout ça, première des choses, doit être prêt. Puis moi, la première rencontre, bien justement, j'en profite pour regarder avec les acheteurs. Quand je disais voir les petits cailloux à l'avance, regarder avec les gens leur répartition, là, les taxes municipales, les taxes scolaires, combien ils vont devoir payer, etc. Regarder leur mise de fonds avec eux, faire les transferts, regarder aussi s'ils achètent à deux. Exemple, est-ce qu'ils achètent 50-50? Ils achètent-tu 60-40? De quelle manière on va régler tout ça? Fait que moi, le premier rendez-vous sert pas juste à l'hypothèque, mais sert à prévoir ce qui va se passer le grand jour. Exact, à finaliser, bref, tous les derniers détails, pour qu'au grand jour, ben, la plupart du stress soit déjà derrière vous, puis qu'on en soit vraiment à la ligne d'arrivée. OK, cool. Donc, c'est un rendez-vous, un, préparatoire, et deux, comme tu dis, c'est juste logique. En fait, l'institution financière, mettons, elle donne 200 ou 250 000 sur cette transaction-là. Donc, nécessairement, elle ne va pas te virer ces fonds-là en n'ayant pas de backup, puis comme, whoop... c'est ça. Dans le fond, ça sert à finaliser les derniers préparatifs avec l'institution financière, signer le prêt, envoyer dans la semaine là, tout ce qu'il faut à votre banque, à votre caisse, pour demander le déboursé des comptes, des fonds dans mon compte. Oui. Fait que dans le fond, moi, je sers un petit peu de... Mais ton compte en fidéicommis, là, pas ton compte personnel. Non, ouais. C'est ça. Bien noté. Exactement. Ensuite, okay. Ben, pourquoi que l'acheteur ne peut pas t'apporter un chèque pour sa mise de fonds? Qu'est-ce que ça prend, en fait? Tu peux pas arriver et t'as ma mise de fonds. Non, une autre affaire pour laquelle je suis bien tannante, c'est que mes clients me disent, ben pour ma mise de fonds, moi, je vais apporter un chèque au vendeur le jour de la transaction. Je vais revirer la question de bord. Moi, si j'étais, exemple, un vendeur, si vous étiez un vendeur, puis que la personne vous disait, j'achète ta maison, voici un chèque, vous fileriez comment avec le chèque? On sait qu'un chèque, ça peut... Tu sais, il n'y a rien qui nous garantit on peut falsifier facilement. T'sais. Ben, comme on disait, je peux te signer un chèque de 3 millions tout de suite. Je ne garantis pas qu'il va passer. C'est ça. sans qu'il y ait de fonds, puis nécessairement, tu sais, comme tu dis, on prend n'importe quel chèque, on signe le montant qu'on veut bien, mais tu vas le découvrir 7 jours plus tard qu'il n'y a pas de fonds dans ce chèque-là, qu'il n'y a pas d'argent. C'est ça. Moi, en tant que... Le travail du notaire, bon, je disais, c'est de vérifier, s'assurer qu'il n'y a pas de petits cailloux sur la route, puis de vivre avec ou de les contourner ou quoi que ce soit. Mais aussi, le travail du notaire, souvent, j'aime ça faire la petite comparaison facile. Je dis, c'est un peu le PayPal de la transaction. C'est-à-dire que l'argent de l'institution financière, l'argent de l'acheteur, la mise de fonds passe par mon compte en fidéicommis. Non, c'est pas un compte avec lequel je peux aller magasiner. C'est de l'argent. Inquiétez-vous pas. Tout cet argent-là est déposé dans le compte en fidéicommis du notaire. Et c'est avec cet argent-là que le notaire, suite à la transaction, va s'assurer de clairer tout ce qu'il peut y avoir de dette sur la propriété. Exemple, comme acheteur, vous dites, qu'est-ce qui me garantit, moi, que les taxes municipales, les taxes scolaires, c'est à jour, que j'achète pas de maison avec 3 ans d'arrérage de taxes ou avec une hypothèque super grosse sur la propriété, puis une hypothèque comme... On peut savoir, ça suit la maison. Donc, on ne veut pas être responsable des dettes de notre vendeur. Donc, c'est ça pourquoi tout l'argent passe par le notaire. Le notaire, lui, quand vous allez repartir avec vos clés, on va avoir signé la transaction. Vous allez être super content, vous en allez déménager, puis peinturer, puis poser des rideaux. Mais moi, mon travail continue. Donc, moi, mon travail, c'est de m'assurer, première des choses, qu'on vous fait bien inscrire comme propriétaire au registre foncier. C'est ça qui va venir faire foi de tout, qui va venir attester que, oui, c'est bien vous le propriétaire. La maison vous appartient. Suite à ça, bien, on va clairer toutes les dettes. Comme je vous disais, les taxes municipales, les taxes scolaires, s'ils ne sont pas à jour, à même cet argent-là, on va le clairer. Okay. On va payer aussi l'institution financière du vendeur, donc l'hypothèque du vendeur. Moi, je m'occupe de la payer avec l'argent qui est en fidéicommis. Puis, même chose, souvent, les vendeurs vont me dire « Ouais, mais pourquoi là, je ne pars pas avec mon chèque là? On a signé, j'ai donné mes clés, puis... » Cet argent-là, maintenant, ben, du moment qu'on a signé cet argent-là, oui, il appartient au vendeur, mais on doit s'assurer vraiment que son institution financière va enlever son hypothèque sur la maison avant que je puisse dire, bon, mais gars, c'est correct, tout ce qui reste dans mon compte t'appartient, vendeur, puis je te le remets. OK, parfait.
Ensuite de ça, là, tu disais que ça prenait une traite bancaire, c'est bien ça? Il peut pas arriver avec un chèque, c'est la traite bancaire ou le coupon. Hein, c'est ça. Dans le fond, pourquoi une traite bancaire? Pourquoi un coupon? Pourquoi, tout simplement, comme on disait tout à l'heure, pas un chèque? Encore là, c'est pour assurer au vendeur que l'argent qui a été déposé dans mon compte est disponible. Et il existe, puis ça, c'est peut-être plus quelqu'un au niveau des banques qui pourra vous l'expliquer de long en large, mais le mot magique, c'est la compensation bancaire. Exemple, quand on dépose un chèque dans un compte, il y a quelqu'un à la banque, quelques jours plus tard, qui vérifie que les fonds sont disponibles, que le chèque, c'est un vrai chèque, etc. Donc, pourquoi il demande, chez le notaire, on demande aux gens d'apporter une traite bancaire? C'est que la traite, c'est un document qui est quand même certifié par l'institution financière qui nous atteste que les fonds sont disponibles. Pourquoi je le demande quelques jours à l'avance? C'est le même principe que le chèque. C'est pour qu'on puisse déposer cet argent-là dans notre compte, puis que l'institution financière qui détient mon compte en fidéicommis ait le temps de faire les vérifications nécessaires à l'effet que, exemple, c'est une vraie traite. C'est pas... c'est pas pour mon plaisir personnel de jouer à la sadique. C'est vraiment pour attester à tout le monde qu'au jour de la transaction, quand on va signer l'argent qui a été déposé dans mon compte, il n'y a pas de stress à avoir pour le vendeur. C'est pas de l'argent qui va pouvoir ressortir de mon compte parce que c'était une fausse traite. Okay. Donc, toi, le premier rendez-vous des deux sert aussi à ça. J'imagine que l'acheteur t'amène sa mise de fonds sous forme de traite ou document. Exact. Où je regarde avec eux la manière là, dont il faut procéder. Donc, c'est pour ça que moi, je l'espace un petit peu. Ça nous donne le temps, encore une fois, de voir les petits cailloux à l'avance puis de prévoir ces délais-là. Je comprends. Donc, on observe qu'il y a un bon travail de préparation avant le... Tu sais, qu'on arrive le jour clé. Tu sais, nous autres, comme courtier immobilier, on se présente au rendez-vous. Bon, tu sais... Mais finalement... Vous êtes content, c'est une finalité, oui, on sait. C'est le beau jour, c'est le grand jour. Exact. Pour les acheteurs, vendeurs, les courtiers, le jour de la signature de la vente, c'est le grand jour. Vous arrivez, tout le monde est content, tout le monde est excité. Pour vous, c'est comme une finalité. Pour le notaire, c'est le cœur du travail. J'ai travaillé avant, puis j'ai encore autant de travail pratiquement après. Oui. On est encore dedans, là. OK. C'est ça. Fait que là, c'est bien. Tu sers pas juste à OK, je signe les papiers. Non, il y a vraiment un gros travail là, derrière tout ça. Exact. Dans le fond, tout le monde signe, tout le monde est content. C'est terminé, on s'en va. Ouais. Moi, je retourne dans mon bureau, puis là, il me reste encore du travail à faire. D'accord. Aussi, un coup que notre promesse d'achat est acceptée, toutes les conditions sont réalisées en tant qu'acheteur, c'est quand qu'il faut qu'il prenne son rendez-vous chez le notaire, tu sais, pour pas se faire pogner à la dernière minute ou quoi que ce soit. C'est quand qu'il est le mieux de prendre le rendez-vous? Moi, je dirais dès que possible. Que la transaction, par exemple, on est en novembre, puis que la transaction soit en mai ou en juin, quand votre promesse d'achat est signée, quand votre inspection est finalisée, là, que tout est terminé de votre côté, appelez votre notaire. Attendez pas début mai, début juin. Vous pouvez l'appeler tout de suite. Moi, j'aime ça. Ça me permet justement de voir à l'avance, de commencer déjà à préparer le terrain, contrer les petits cailloux, faire un premier screening, commencer déjà le début de la recherche de titre sur la propriété, faire un dernier check-spot des documents, le certificat de localisation, est-ce qu'il est correct, est-ce qu'il est à jour, est-ce que ça en prendrait un nouveau, etc. Là. Donc, moi, chez nous, en tout cas, là, le plus tôt est toujours le mieux. Parfait. Puis, pour terminer, la dernière question que j'aurais pour toi, ça serait pourquoi que le notaire décide qu'un certificat de localisation, il est bon ou pas bon? Pourquoi il faut que le vendeur refasse faire son Moses de certificat de localisation? C'est sûr que moi, je pars arpenteur. Ouais. Moi, je pars arpenteur. C'est une question qui pourra peut-être être élaborée avec la semaine prochaine. Non. avec un arpenteur. Mais bref, le notaire en tant que tel, tu sais, moi, souvent, les gens sont comme un peu fâchés. Ouais, mais pourquoi le notaire t'a décidé que ça faisait pas le certificat de localisation-là? Il est pas vieux. Moi, je trouve qu'il fait... Comment ça se fait que toi, t'as pris la décision que ça en prenait un nouveau? Non, mais je fais beaucoup de gestes, mais c'est parce que... Non, mais c'est parce qu'on observe tellement de frustration de la part, comme courtier immobilier, de la part du vendeur. Tu sais, on est tout le temps en train d'y annoncer que ça va coûter 1200. En tout cas, les tarifs varient, mais mettons peut-être entre 1000 et 1200.
Puis, tu sais, c'est jamais une bonne nouvelle. Personne veut dépenser Ouais, c'est encore la 1200 pause piastres du pour notaire. rien. Bref, Ouais, c'est c'est encore ça. moi la méchante qui a décidé Pauvre que ça toi. ne faisait pas. Moi, je suis habituée. Là. Moi, je suis Non, toujours c'est la, ça. je suis la méchante Ouais, dans ouais. tout. Mais dans le fond, le notaire, lui, ce qu'il va regarder, il va regarder la promesse d'achat. Dans la promesse d'achat, qu'est-ce qui est écrit par rapport au certificat de localisation? La plupart du temps, c'est, exemple, les formulaires de l'OACQ, bien, le vendeur remettra à l'acheteur un certificat de localisation qui décrit l'état actuel de la propriété. Et il y a notre acteur dont on parlait tout à l'heure, celui qu'on a tendance à oublier, qui est le prêteur hypothécaire. Lui aussi a des exigences. Le prêteur hypothécaire, moi, il va m'envoyer des pages et des pages et des pages d'instructions. Et entre autres, dans ces instructions-là, il y a une section qui concerne le certificat de localisation. Et la plupart du temps, c'est écrit sensiblement la même chose. Le prêteur exige que le notaire lui confirme qu'on a un certificat de localisation qui décrit l'état actuel de la propriété. Donc, c'est certain que moi, je suis un notaire chez les... Et je me dois de respecter ces exigences-là. Je fais pas d'invention, c'est pas aux aléas de mes souhaits, de mon gros bonheur personnel. Aujourd'hui, tu lui demandes un nouveau certificat de localisation. Mais là, c'est pas, ça moi, va je pas dois être ton rester... humeur. Ben non, puis moi, je vais vous dire, je décide rien. Non, c'est Je ça. prends tu ce qui est respectes. inscrit. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on respecte les exigences qui sont inscrites au niveau du prêteur? Puis est-ce qu'on respecte ce qui est écrit aussi à la promesse d'achat? Là, au niveau de qu'est-ce qui est un certificat de localisation qui reflète l'état actuel de la propriété, etc., on pourrait peut-être élaborer ça, comme je vous disais, avec un arpenteur. Là. Oui. Et on vous revient en fin de vidéo, mais effectivement, ce sera notre prochain... Notre prochain invité. Notre prochain invité sera un arpenteur, donc effectivement, On élaborera là-dessus. on élaborera sur ce point-là. Ouais. Ensuite, une autre affaire concernant le certificat de localisation, l'état actuel des lieux, oui, c'est beau, mais admettons que son certificat de localisation date de 15 ans, puis, mais il représente l'état actuel des lieux. Là, le vendeur dit « Hey, mais moi, j'ai rien changé sur mon terrain, là. Il est pareil comme il était là, de 15 ans, là. Fait que pourquoi je devrais en refaire faire un? » Tu irais... Ça serait quoi la Encore réponse là, à ça? c'est toujours au cas par cas. Mais, comme je vous disais, première des choses, souvent, le prêteur, quand il nous demande un certificat de localisation qui décrit l'état actuel des lieux, il y a certains prêteurs qui vont dire, ben moi, au-delà de X nombre d'années, ce qui peut varier aussi selon le prêteur, il y a des prêteurs qui disent, ben moi, s'il est plus vieux que tant d'années, je l'accepte pas. Et il y en a d'autres qui vont dire, ben s'il est plus vieux que 3 ans, 5 ans, 10 ans, peu importe. Je veux une déclaration de l'acheteur à l'effet que, une déclaration solennelle à l'effet que ça représente l'état actuel de la propriété. Fine, on n'a pas bougé le cabanon, on n'a pas bougé le garage, rien du tout, mais moi, quand j'arrive, je vais vous retourner la question à l'envers encore une fois, je présente ça à mes acheteurs, puis je leur dis, je vais vous faire signer une déclaration à l'effet que ça représente l'état actuel de la propriété, qu'il n'y a rien qui a changé, mais la plupart du temps, ils vont me répondre, ben, je peux pas répondre à ça. Je le sais pas. Je sais pas si l'état de la réglementation municipale peut pas avoir changé depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, etc. Donc encore une fois, pour respecter toutes les exigences de ce qui est inscrit dans les exigences du prêteur, dans la promesse d'achat, ben ça prend un certificat à jour. Ça prend un certificat à jour. Alors, ben, ça fait pas mal le tour des questions qui sont le plus fréquemment posées. Si jamais il y a d'autres questions, Sarah Kim, ça va lui faire plaisir de répondre à vos questions. Toujours. On va mettre ses coordonnées dans la description en dessous de la vidéo. Donc, ça va lui faire plaisir de vous répondre. Merci d'avoir écouté. Si vous avez des commentaires, des questions, pas la semaine prochaine, mais notre prochain podcast, on va recevoir un arpenteur. Donc, si vous avez des questions pour lui, gênez-vous pas. Envoyez-nous-les. On va vous mettre également nos coordonnées à Caroline et à moi-même dans le descriptif. Donc, envoyez-nous vos questions, puis suivez bien là, pour... Suivez notre podcast. Alors, je vous souhaite une belle journée à tous. Merci, Sarah Kim, de ta présence. Merci, Sarah Kim. Très Effectivement, apprécié. c'est bien expliqué, dynamique. Donc, on aime ça. Revenez-nous le mois prochain. Tout le monde, merci beaucoup de votre attention. Salut. Bye.